dont on a déjà parlé tout à l'heure, après laquelle les chercheurs ont couru pendant longtemps, le célèbre boson de Higgs. Alors, on va partir à la base, 18. 18. C'est le tout petit nombre de briques élémentaires qu'il faut aux physiciens des particules pour expliquer, en toute modestie, l'intégralité de l'univers connu, dans l'état actuel de nos connaissances et puis au niveau des constituants fondamentaux. Ce à quoi il faut rajouter des lois et principes fondamentaux comme ceux de la mécanique quantique et de la relativité. Alors vous allez me dire, comment le sait-on? Comment est-ce qu'on peut voir l'infiniment petit, l'invisible? Comment est-ce qu'on peut toucher l'intangible? On va prendre un exemple. Imaginez que vous vouliez comprendre le fonctionnement du système solaire. Vous ne pouvez pas vraiment prendre une fusée et aller le visiter dans son intégralité. Alors ce que vous faites, c'est une maquette, un modèle. Dans ce modèle, vous mettez tout ce que vous avez observé. Les planètes, leurs satellites, leurs mouvements. Vous vous appuyez sur des lois fondamentales de physique, la gravitation universelle par exemple. Et puis avec ce modèle, vous pouvez faire des prédictions théoriques. Alors Roland vient de vous dire, pour ceux qui étaient là avec Roland, qu'on ne va pas faire ça sur 1 milliard d'années, mais mettons qu'on veuille prédire la position dans le ciel de Paris de la planète Mars demain soir. On ne prend pas trop de risques, demain soir c'est un temps très proche. Vous faites tourner votre maquette, vous notez votre prédiction. Et puis, demain soir, vous prendrez votre instrument de mesure expérimentale, votre instrument d'observation, votre lunette astronomique, et vous ferez votre observation. Et puis vous comparerez la prédiction théorique et l'observation expérimentale. Alors, si ça ne colle pas, peut-être que votre modèle n'est pas tout à fait complet, il va falloir l'amender, le compléter. Maintenant, si ça colle, ça veut dire qu'il reflète quelque chose de la réalité du fonctionnement du système solaire. Alors, en physique des particules, pour les constituants fondamentaux, le modèle n'est pas fait en bois ou en métal, mais il est fait dans ce que Galilée appelle le langage de l'univers, à savoir les mathématiques. Le modèle standard de la physique des particules fait tenir tout l'univers connu en une seule équation. Alors comme tous les modèles sont tous sujets à évolution, de plusieurs façons. Par exemple, pour prendre en compte une observation de quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé. Imaginez à nouveau votre maquette du système solaire. Si vous n'avez pas mis dedans les satellites de Jupiter, par exemple, après observation des satellites, pour que votre modèle soit fidèle, il faudra les rajouter dans le modèle. A contrario, parfois, c'est le modèle qui donne des indices sur ce qu'on devrait pouvoir observer. Par exemple, c'est en constatant des écarts entre les calculs et les observations des orbites d'Uranus qu'on a intuité l'existence de la 8e planète Neptune, avant son observation. Et l'histoire du boson de Higgs, c'est un peu pareil. Alors le modèle standard de la physique des particules, il a été élaboré tout au cours du XXe siècle par des allers-retours comme ça entre théorie et expérimentation. Il décrit 2 grandes familles de particules. Les fermions, les particules de matière, qu'on appelle fermions du nom du grand physicien Fermi, sont au nombre de 12. La plus célèbre, on en a parlé, c'est l'électron, mais il a aussi 2 cousins, le tauron et le muon, et puis aussi les neutrinos et les quarks. Et ces particules de matière interagissent selon 4 interactions fondamentales, dont certaines qui ont été décrites par Stefano. Donc il y a l'interaction forte, qui est par exemple responsable de la cohésion nucléaire. Il y a l'interaction faible, dont vous avez compris qu'elle était responsable par exemple d'une partie du fonctionnement du Soleil. Et puis l'interaction électromagnétique, qui est responsable de plein de choses, dont le fonctionnement de ce vidéoprojecteur. Et de la même façon que vous et moi, on pourrait interagir en échangeant un objet ou des SMS, ces particules de matière interagissent en échangeant un autre type de particules, messagères de l'interaction qui est en jeu, et qu'on appelle des bosons vecteurs. Alors boson du nom du grand physicien Bose, et vecteurs parce qu'elles sont vraiment vectrices de l'interaction qui est en jeu. Elles sont au nombre de 5. Alors le modèle ainsi décrit est extraordinairement prédictif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les calculs qu'on fait avec l'équation donnent des valeurs qui sont en accord, parfois avec une précision redoutable, avec l'observation expérimentale. À un léger détail près, qui est que l'équation, dans l'état où elle était au début des années 60, imposait, pour des raisons je ne vais pas dire le gros mot de symétrie, pour des raisons vraiment incontournables de physique fondamentale, que les particules soient de masse nulle. Or, on observait des particules massives. Donc, il a fallu amender le modèle. De nombreux théoriciens se sont mis au travail, dont M. Peter Higgs, et ils ont abouti à une nouvelle forme de l'équation qui prenait en compte le mécanisme qui donne sa masse aux particules et qui était toujours aussi prédictif que la première. Bingo. Avec une conséquence,
l'introduction dans le modèle d'une nouvelle particule, d'un genre nouveau, un boson, mais scalaire, c'est-à-dire pas vecteur de force, le fameux boson de Higgs. Alors, quelle meilleure façon de valider cette théorie que de mettre en évidence, d'observer le boson de Higgs. C'est parti, il n'y a plus qu'à. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que la plupart des particules sont instables, sauf celles qui nous constituent, bien sûr. Mais sinon, sitôt créées, sitôt disparues, désintégrées dans d'autres particules. Alors, quand je dis sitôt, pour vous donner une idée, c'est des temps extraordinairement courts. Par exemple, parfois, 10-26 secondes. Si je devais vous l'écrire, ça ferait 0,10 millions de milliards de zéros, une seconde. Alors évidemment, pour les étudier, ça n'est pas évident. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ces particules, comme ça on sera là pour les regarder se désintégrer, et on pourra les étudier. C'est ce que fait le LHC, donc le Large Hadron Collider, ou Grand Collisionneur de hadrons. Donc à 100 mètres sous terre, sous la frontière franco-suisse que vous voyez matérialisée là par les pointillés blancs, on fait se collisionner à extrêmement haute vitesse des paquets de protons dans un tunnel qui fait 27 km de circonférence. Alors les protons, vous l'avez compris de l'exposé de Stefano, c'est des noyaux d'atomes d'hydrogène. Donc au tout début de l'histoire, il y a une simple bouteille d'hydrogène. Et alors ce qui est pratique, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est petite, cette bouteille d'hydrogène, mais il y a assez de protons dedans pour faire fonctionner le LHC pendant 4 milliards d'années. Donc on est à peu près tranquille de ce point de vue-là. Les protons, les atomes d'hydrogène, donc les protons, sont épluchés de l'électron qui leur tourne autour par un champ électrique, et puis ils sont mis en paquets et accélérés par une succession d'accélérateurs toujours plus puissants. D'abord le booster, qui envoie les paquets de protons dans le synchrotron à protons, qui lui-même va envoyer les paquets dans le premier des anneaux géants du CERN, le supersynchrotron à protons, qui fait 7 km de circonférence déjà. Et puis le SPS, donc le supersynchrotron à protons, va envoyer une partie des paquets de protons dans le LHC dans un sens, l'autre partie dans l'autre sens. Et dans le LHC, ces protons ont une vitesse de 99,999999991% de la vitesse de la lumière, donc très élevée. Alors, en certains points de l'anneau, on dévie légèrement la trajectoire quasi-circulaire des paquets de protons pour les faire entrer en collision. Cela permet d'obtenir dans des volumes tout petits des énergies de presque 14 téraélectronvolts. Et alors, en vertu de la célèbre formule d'Einstein, E pour énergie égale masse pour masse, égale m pour masse, pardon, C2, la vitesse de la lumière au carré, et bien de cette énergie, on peut sortir des masses et donc des nouvelles particules. Et puis, ah oui, alors ce qu'il faut que je vous raconte, c'est 1 téraélectronvolt. 1 téraélectronvolt, c'est à peu près l'énergie d'un moustique en plein vol. Pas très impressionnant, sauf qu'au LHC, cette énergie, elle est concentrée dans un volume 1000 milliards de fois plus petit que celui d'un moustique. Et alors, comme on cherche des particules, par exemple le boson de Higgs, dont on ne connaissait pas la masse, mais qui pourraient être de masse élevée, il faut qu'on s'en donne les moyens et donc qu'on ait des énergies élevées. Et puis un autre aspect de cette recherche, c'est que la physique des particules est régie par les lois de la mécanique quantique. Elle est donc, comme vous l'a expliqué Étienne, probabiliste. Ça veut dire que dans une collision au LHC, je ne peux pas savoir à l'avance quel type de particule va être produite. En revanche, je sais calculer avec quelle proportion, avec quelle fréquence, quelle particule va être produite. Et alors, pour le boson de Higgs, un boson de Higgs est produit tous les 10 milliards de collisions. Donc non seulement le LHC, faut qu'il donne des énergies élevées, mais en plus, il faut qu'il fasse beaucoup de collisions, souvent. Pour ça, on met autant de protons dans les paquets de protons qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée, et on fait se croiser les paquets de protons tous les 25 milliardièmes de seconde. Ça fait une quantité colossale de collisions pour les physiciens à explorer. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour scruter les particules, des choses tellement petites qu'on les considère sans dimension? Eh bien, de la même façon que, évidemment, je ne pourrais pas voir l'homme invisible vu qu'il est invisible. En revanche, je pourrais voir des traces de son passage si, par exemple, il traverse une plage de sable mouillé. Eh bien, si je ne peux pas voir les particules, je peux voir les traces qu'elles laissent en interagissant avec la matière qu'elles traversent. Et donc, autour des points de collision du LHC, on installe de gigantesques détecteurs. Atlas d'un côté et CMS de l'autre. Ces détecteurs sont en quelque sorte des appareils photo de 90 millions de pixels.
Alors, on m'a fait remarquer que ce n'était pas si impressionnant que ça, parce qu'il suffisait d'aller à la FNAC et on voyait des appareils photo de 25 millions de pixels. Oui, mais ces appareils photo de l'extrême sont synchronisés avec le LHC. Ça veut dire qu'ils prennent une photo tous les 25 milliardièmes de seconde. Et accessoirement, ils sont extraordinairement complexes parce qu'ils sont composés de plusieurs sous-détecteurs qui donnent différentes informations, ce qui permet d'avoir différentes informations sur les particules et donc de les identifier et de les mesurer. Ce sont donc des monstres de technologie. Ils sont tapis dans leur caverne, ils enregistrent les particules qui passent. Le projet LHC est né... Ah, mais je ne vous ai pas dit un truc, c'est pas grave. Les monstres de technologie, pourquoi je les appelle des monstres très affectueusement? Parce qu'Atlas, par exemple, est grand comme un immeuble de 10 étages, couché sur le flanc. Il fait 46 mètres de long et 25 mètres de diamètre. Mais il pèse que 7000 tonnes. Alors que CMS, lui, est très compact. Il est presque 2 fois plus petit, mais il pèse 12 500 tonnes. C'est quand même des monstres. Donc le projet LHC, tout ça, c'est né de l'imagination des physiciens il y a une trentaine d'années. Et pour l'imaginer, le concevoir, le construire et le faire fonctionner, des milliers de physiciens qui viennent de presque tous les pays de la planète travaillent ensemble. Pendant la première période de prise de données, donc de 2010 à 2012, le LHC a fourni aux physiciens des dizaines de millions de milliards de collisions, desquelles on a extrait 1000 candidats bosons de Higgs. Et c'est ces 1000 candidats qui nous ont permis d'officialiser sa découverte le 4 juillet 2012. La découverte de cette particule vraiment à part, pour l'instant unique en son genre dans le modèle, et qui avait été postulée près de 50 ans auparavant. Et en 2013, 2 de ses papas théoriciens, messieurs Englert et Higgs, ont reçu le prix Nobel pour cette découverte. Alors depuis, les physiciens ont étudié les 1000 candidats bosons de Higgs très en détail et ont pu déterminer ses caractéristiques quantiques, en gros sa carte d'identité en tant que particule élémentaire, et ont ainsi renforcé encore la validation du modèle standard. Et puis cette année, en juin, le LHC a redémarré à une énergie supérieure à celle qu'il avait pendant la première période de prise de données. Et donc ça, c'est promesse de plus de candidats bosons de Higgs, de plus de précision dans les résultats et peut-être de nouvelles découvertes. Alors je vous ai dit, j'espère vous avoir convaincu, que le modèle standard de la physique des particules expliquait remarquablement bien l'univers connu, mais pas du tout l'inconnu. Pas la matière noire dont a parlé Roland, pas l'énergie noire qu'il a peut-être évoqué un petit peu, puis par exemple pas pourquoi les théoriciens se prennent encore la tête, n'arrivent pas à mettre la gravitation dans l'équation. Donc c'est pas la fin de l'histoire, l'aventure continue. Merci.